Cette maudite flotte qui dégouline et qui tape sur le toit m'a amené à sortir mes dessins, à tout regarder, à vouloir un à un les examiner, à les interroger parce que je sens que je suis devenu incapable de me foutre dans un coin sur une chaise et d'essayer de réfléchir. Quelque chose s'est produit, peut-être avec la pluie ou par la pluie, pendant des jours et des jours, peut-être même des semaines. Cette flotte s'est mise à dégouliner le long du toit, à faire craquer les tôles, à me secouer. Moi en dessous, j'allais d'un coin à un autre. Je sortais un carton, je regardais la date. Ce que j'avais inscrit en haut du carton, à gauche, sur une petite étiquette. Année 1950, année 1951, 52, 53, 54, 55. J'arrivais tout doucement, 60, 64, 65, 66, 67, 68. Ça tape, ça crépite. Je ne sais plus comment m'y prendre. Je les ai étalés sur une table. J'avais plus assez de place. Je commençais à les mettre par terre. Ce ne sont plus des feuilles blanches que j'étale devant moi. Ce sont des feuilles recouvertes de taches, de signes, de mouvements. La flotte qui continue à crépiter. Combien de temps va-t-elle tomber? Je sens qu'elle m'énerve, qu'elle commence à m'arracher nerf après nerf. Un grand morceau de ferraille qui descend le long de ma colonne vertébrale. Un peu comme ces grands bœufs quand on leur a filé un coup de masse, qui continuent à s'agiter sur le sol, en donnant des coups de patte dans tous les sens. Moi aussi je donne des coups de patte. Moi aussi je suis là. Le nerf, c'est tous ces petits traits. J'en ai un tel tas que je ne peux plus regarder. Alors je me suis mis à les entasser pêle-mêle. Tout le rangement, le classement que j'avais effectué, cette espèce de méthode que j'ai développée en moi. Une méthode à la fois anarchique et désordonnée. Désordonnée et surordonnée. Un besoin de temps en temps de revenir, de reposer mes pattes là-dedans, une sorte de sécurité que je venais rechercher. Ça flotte. Saloperie de putain de flotte qui n'arrête pas. Normalement. Normalement quoi? Si tout était normal, qu'est-ce que je devrais faire? Descendre? Rentrer dans les chiottes? Pisser, me laver? M'asperger l'eau de Cologne comme je le fais de temps en temps? J'ai ce besoin le matin, quand je n'arrive pas à embrayer sur un petit bordel quelconque. Je m'asperge de flotte. J'ai l'impression de me décrasser, de me décaper. Il m'est arrivé de me foutre du diluant sur le corps. J'avais des boutons, ça me grattait. Je passais un moment. Mais là, je ne peux pas bouger de mon atelier. Je suis droit, on dirait un joug, comme ceux que j'ai accrochés le long d'un mur. Un joug avec des courroies tout autour. Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je sens, je renifle, je lappe. J'ai fait un brusque bond. Après avoir tout refoutu dans des cartons, je suis revenu vers d'autres petits cartons, ce qu'on appelle des chemises, dans lesquels sont serrés, classés, là aussi, rangés, méthodiquement avec année, des bouts de papier sur lesquels j'ai écrit. Je me suis mis à manoter à un moment. Maintenant, je ne peux plus le faire. De temps en temps, je sortais une chemise, je m'installais, je sortais une cigarette aussi. J'avais décidé que j'allais relire ce que j'avais fait. Je parcourais une ligne, 2 lignes, 10 lignes, 20 lignes. J'en pouvais plus. Je comprenais pas ce qui s'était passé à ce moment-là. Je comprenais pas pourquoi maintenant non plus je n'arrivais plus à aller plus loin que ces 20 lignes, cette page peut-être. Comment un tel bazar a pu se dérouler, se dévider, se débabiner. J'ai entassé texte sur texte, feuille derrière feuille, et comme avec mes dessins, petit à petit, je suis tombé vers un énervement. Je me sentais, moi aussi, glisser le long d'une paroi,
une paroi rocheuse comme la flotte doit le faire, en ce moment. Suivre n'importe quel petit trou, petite fissure, petite encoche, petite bosse, pour rebondir un peu plus bas, dans un goutte à goutte qui ressemblerait à une bouteille qu'on renverserait et qui s'écoulerait lentement dans votre oreille. J'ai cru, en redécouvrant des vieux bouts de papier, pouvoir me recalmer, me mettre plus posément, comme je le désirais, plus calmement, si calmement, un calme dont j'avais un besoin inouï. J'ai revu des morceaux de texte qu'on avait expurgés, des trucs que j'avais rayés, que je me suis mis à gommer. J'ai voulu voir en dessous mes traits, mes barrures, mes rayures. Lire pourquoi j'avais trouvé que ça, plus qu'autre chose, ça n'allait pas. Une journée entière, entravée dans des papiers. Je suis sorti dans ma grange. J'avais construit un palier quelques années auparavant. Sur ce palier, c'est là que j'ai entassé ce que j'appelle mon merdier. 2 classements, puis 3, 4, 5, que des classements. Ce que je conserve, ce que j'estime être, ce qu'elle appelle notre trésor, ce que nous avons choisi en vertu d'un moment, ce que nous avons décidé conserver, décidé aussi de ne jamais nous en séparer. Un pourquoi qui m'échappe aujourd'hui. En passant sur mon palier, en ouvrant mes cartons, en déficelant les petites bandelettes qui sont autour, en laissant tomber toutes les feuilles sur le palier, là aussi, je continuais à non plus me poser des questions, mais à voir et, avec mes yeux, à foutre des points d'interrogation partout. Non plus pourquoi j'ai décidé que ça était dans le merdier, pourquoi ça n'était pas dans le trésor. Et puis, petit à petit, mais en même temps petit à petit et vivement, je me suis mis à compter mes dessins. J'arrivais à un chiffre faramineux. Non pas 100, mais 1000, plus de 1000, peut-être des milliers. Une sorte de boulimie. Boulimie dans le compte et boulimie dans la fabrication. Un employé de banque qui compterait devant un client, au compte brusquement renfloué, au bord d'une faillite à laquelle il se serait accroché à la suite de je ne sais trop quelle casse, serait revenu, aurait rebalancé des bifetons, et en face de lui un type qui méthodiquement les comptabiliserait par paquet de 10, par paquet de 20, regardant de temps en temps d'un petit œil aigu le client qui s'affole en n'arrivant pas à croire à l'énorme tas qu'il a. Dans la grange, le toit résonnait encore plus fort, car dans l'atelier j'ai foutu de l'isorel en dessous, pour atténuer les sons, pour atténuer justement ce bruit de la pluie qui, depuis des années, quand elle se met à tomber, quand dans ma chambre le matin, je tends l'oreille pour savoir si elle est encore là. J'avais isolé mon toit. J'avais refusé d'isoler toute la grange. Cette pluie, où parfois le soleil l'été, quand il tape sur les tôles, qu'il les dilate, et quand un nuage passe, qu'elle se recontracte, ce crépitement là aussi, crépitement du chaud, crépitement du froid à la pluie, crépitement du gel à la neige. Le palier est devenu un monceau de terre en forme de papier, plat, sans bosse. Mon petit désert. Dans la grange, j'avais froid. J'ai enjambé les quelques marches pour revenir dans l'atelier. Je suis retombé dans l'autre désert, lui aussi, rempli de paplards. Je suis arrivé vers une table, la table où tous mes textes étaient sortis. Elle vomissait. À tous les angles, il y avait des feuilles qui s'échappaient, qui tombaient, qui s'envolaient, qui se reclassaient peut-être comme elles voulaient être classées. Je me suis mis à lire dans le désordre. Ça sautait de la page 8 à la page 100. De la page 100, je revenais à la page 12. Une forêt folle dans les yeux. Une vie lente, une mort vive. Je commence à ne plus rien savoir. J'ai peut-être connu déjà cet état-là. Je devrais me calmer, je veux me calmer. Je m'assois, je ne tiens pas en place, je me relève, je prends une cigarette, je la fume dans l'autre sens, je me brûle les lèvres. Je bois une goutte d'alcool. Je devrais boire une goutte d'acétone.
Je devrais y allumer ensuite directement l'acétone dans ma bouche, me servir de ma langue comme d'un cigare. Les mecs. Quel mec? Mon mec. Mon silence, mon bled. Peut-être que je suis énervé. Peut-être... Peut-être quoi? Qui? Quand? Comment? Où? Je me déteste même pas. La glace qui est sur la cheminée me donne une certaine image de ce que je suis en ce moment. Une image que je ne peux pas interpréter. C'est comme mes paplards. Je ne vois non seulement plus, mais rien. Je commence à avoir mal aux reins. Peut-être que j'ai les reins brisés. On a dû taper dessus dans la nuit. C'est moi qui portais la masse. C'est moi qui cognais. C'est moi qui recevais. Se débecter. Finir dans les délicatesses. Tuer les délicatesses. Fini aussi ce côté gentil, ce côté méchant. Je suis un casseur. La foire, c'est ma vie. J'ai perdu complètement confiance en moi. Aucune idée pour moi de libération quelconque. J'ai connu le feu, j'ai cru que le feu, non pas ne reviendrait plus, mais après l'avoir connu, l'avoir organisé, l'avoir construit. Mais est-ce qu'on construit un feu? Est-ce que quand on a mis des tas et des tas de bouts de bois, qu'on a foutu un bidon d'essence dessus, qu'on l'alimente continuellement, est-ce que, non pas, c'est pas un jeu dangereux? J'ai voulu me taper sur la gueule. J'ai voulu à chaque fois que je faisais un dessin, à chaque fois que j'écrivais une page, chaque fois que je fumais une cigarette, chaque fois que je baisais ma femme, même dans les caresses de mes chats. Tout le monde a été affolé quand j'ai mis la main sur quelque chose. Il est dit que je devais tout pourrir, tout casser. Je porte la vermine. Je ne m'en plains pas. Seulement, aujourd'hui, peut-être plus qu'un autre parce que, non pas j'ai voulu faire le point où je veux regarder autour de moi, mais parce que j'ai sorti tout ce bordel. Ce n'est pas un trésor dans un coin, quelques cartons dans un autre que j'ai décidé de montrer le jour où je voudrais les montrer, avec dans ma grange un merdier, dans des classeurs, là aussi, un trésor, puis des sous-merdiers, des merdiers, des super-merdiers. Maintenant, je n'arrive plus à faire de différence entre ce que j'ai foutu à droite et ce que j'ai foutu à gauche. Je tourne dans mon atelier. Je vois, mais j'ai dû m'arracher les deux yeux. Mon atelier a complètement disparu. Mes cartons à dessin se mettent à brûler tout doucement. J'ai un horizon de lampes de ma propre fabrication. Des lampes que j'ai fabriquées dans des maillets. Comme si le maillet qui était à ma gauche et qui devait donner une bonne lumière avec une lampe au-dessus, une lampe réflecteur, comme si j'avais besoin du maillet pour de temps en temps m'en foutre un coup sur la gueule. J'aime les coups. Je n'ai aimé que me donner des coups. Mes cendriers pleins de clopes, les cendres qui volent partout. À croire que chaque mouvement que je fais quand j'amène ma main avec une cigarette de pincée dans les doigts, chaque mouvement est un petit ouragan. Tout est déchiré et sensible. Ce n'est plus un léger petit vent que je creuse avec mon petit tourbillon quand je me penche en avant, sur le côté, à droite, en arrière. C'est un tourbillon que j'entraîne. Je n'arrive même plus à me dire, il faudrait se calmer. Je ne veux plus me calmer, je ne peux plus sans doute. Si je pouvais, je devrais descendre des escaliers. Je vais descendre des escaliers. C'est la seule chose qui me reste à faire. Essayer de prendre l'air. Ne pas aller voir le voisin à côté ou celui d'un peu plus loin, mais marcher. Marcher jusqu'à ce que je sois totalement épuisé. Et là où l'épuisement me prendra, m'enrouler dans un petit coin. J'ai détruit quelque chose. J'ai non seulement détruit tout ce que j'avais ordonné, mais parce que je l'avais ordonné,
qu'il fallait que je casse quelque chose. Mentir, il me semble que c'est fini. Ai-je menti? Où? Est-ce que je me suis menti sans arrêt? Est-ce que je me suis accroché à une bouée? Est-ce que toutes les secousses que j'ai pu émettre et recevoir, mises en route et réussi à arrêter, est-ce qu'à présent, je ne suis pas devenu moi-même une secousse, malgré ma voix devenue si lente, monocorde, un petit sifflet, un serpent qui s'échapperait de ma gorge, qui lâcherait son tout petit cri avec une langue pointue et fourchue, une tête qui de temps en temps, non pas sortirait des pierres, mais sortirait des feuilles, qui regarderait et qui, sans bruit, essaierait de se faufiler. Non seulement la pluie qui tape sur le toit et qui me tape sur les nerfs, mais moi qui tape sur la pluie pour qu'elle tape sur le toit. Moi qui suis devenu un toit en tôle ondulée, avec une charpente en dessous taillée à coups de hache. Moi qui suis cette propre charpente et cette propre hache. Quand la nuit viendra, je saurai aussi la nuit. Et d'en bas, sa voix, qui vient de me dire, comme tous les midis et tous les soirs, c'est prêt, c'est prêt. C'est prêt, le signal que je dois débrancher, que je dois poser ma plume, mon crayon, ma cigarette, que je dois me lever, pousser ma chaise, faire 8 pas, arriver à l'escalier, descendre tout doucement, chercher le bouton à tâtons, descendre, arriver au palier intermédiaire, puis pousser la porte, rentrer, avaler un bol de soupe, grignoter un bout de pain. Quand la nuit va descendre, je descendrai avec la nuit. J'ai pris les escaliers, mais les autres, non pas ceux qui descendent à l'intérieur de la maison, ceux qui descendent dans la grange. Je ne les prends depuis quelque temps pour aller chercher du charbon ou du bois. Quand j'arrive sur le tout petit palier, je marche sur les dessins. Je ne me retourne pas, je ne regarde pas si je les déchire ou si je les abîme. Je frôle ma voiture. J'ai une voiture. Je pousse la porte de la grange. Je suis dans la ruelle. Il y a une lampe dans le fond sur la petite place. La petite lampe qui est à la maison du mutilé. Je regarde un peu chez lui. Il a tiré ses persiennes. Il écoute et il voit la télévision. Je ne peux pas m'arrêter. J'enjambe la place. Je suis sorti sans rien sur le dos, je m'en fous. Je commence à être humide. Petit à petit, je vais devenir mouillé. J'hésite à arriver à la place, à tourner à droite, pour dépasser les quelques maisons et arriver à un autre petit embranchement. La route qui continue à plat, qui passe entre 2-3 petites montagnes, qui arriverait plus loin à la ville. L'autre qui monte directement dans la montagne. Je ne vais pas dans cette direction. Je tourne à gauche, je vais aller dans le quartier d'en bas. Le quartier où j'ai si rarement mis mes pieds. Où quand j'ai passé dans ce quartier, ça a été en voiture à fond de train, avec, que ce soit jour ou nuit, une paire de lunettes de soleil sur les yeux. Je ne veux pas qu'ils me voient les regarder. Pour un peu, eux aussi mettraient leurs lunettes de soleil pour ne pas montrer qu'ils me voient les regarder. Je dépasse la fromagerie. Je passe en dessous la petite lampe qui éclaire sa porte. Là aussi, le fromager est derrière, ses persiennes, ses vitres, c'est éclairé. Là aussi, Becht. Il est avec sa cuillère en train de boire sa soupe. J'avance. La pluie tombe de plus en plus. Je dépasse la maison du garde. Un vieux de 76 ans qui a toujours des sabots, qui m'a dit une fois n'avoir jamais pu encaisser des galoches, encore moins des chaussures plates. Je vais dépasser le marchand de tabac.
Un peu plus loin, la maison du boiteux. Tout le quartier d'en bas est autour de moi. Je fais encore quelques pas. J'arrive au bout. Là, c'est le gouffre. Le gouffre où une route descend. Abrupte. À même les flancs de la montagne. Je pourrais très bien me trouver dans un désert. Les lampes qui sont encore à quelques dizaines de mètres de moi sont à des milliers de bornes. J'essuie un peu la flotte sur mon visage. Qu'est-ce que je suis venu foutre et qu'est-ce que je peux bien foutre? Elle doit se demander pourquoi je ne descends pas. Elle doit tendre l'oreille. Elle doit se demander ce que je suis encore en train de foutre. Depuis 15 ans qu'on est ensemble, je suis son problème. J'ai voulu qu'elle retrouve par moi une liberté qu'elle avait perdue, que je lui disais avoir perdue. En lui disant tout ça, aujourd'hui je crois que je peux encore comprendre que je voulais la perdre, que je voulais la foutre, la baiser, la battre, non pas avec mes mains, mais avec mes mots, ce qui est beaucoup plus vicieux, avec des raisonnements de fou, de maniaque, de type qui ne peut que tout abîmer, tout dégueulasser. Je suis sûr qu'elle commence à monter, une à une, les marches, tout doucement, sans faire de bruit, en évitant de les faire craquer. Surtout quand on arrive près du palier. L'escalier, là, légèrement branlant, se met à faire un bruit d'enfer. Elle doit approcher des 3 dernières marches. Ses oreilles sont devenues d'énormes baffles. Tous ses nerfs sont dans un réseau qui contourne le lobe, qui rentre dans le petit canal. Sa trompe d'Eustache est tapissée de petits micros. Je suis moi dans son oreille, comme je suis dans l'oreille du gouffre que je regarde. Un gouffre dans lequel il serait ridicule de croire qu'en sautant, je me fracasserais. Non, je me fracasserais pas les os. J'ai d'abord trop peur de la douleur physique. Il y a une autre douleur beaucoup plus conne, pas plus efficace, peut-être plus cruelle, parce que c'est une douleur qu'on provoque, qu'on se soumet, qu'on examine, qu'on retourne, qu'on veut non seulement aiguë, mais d'une douleur qu'on veut raffiner, de ce besoin de déshabiller, de décortiquer, d'arracher ces sales écorces, sales petites forêts, en dessous chaque tronc, ces ordures de petits régiments. Non, c'est fini, c'est maintenant entre eux et moi que les choses vont se passer. C'est entre les petits régiments et Bibi, Lolo, Alfred II. Moi aussi j'ai ma date. Mon 1er juillet 1924. C'est d'en dessous une écorce qu'on est venu me chercher. J'ai voulu sortir ma tête. J'ai demandé, sortez-moi de là. J'ai demandé, je me suis retenu et je me suis poussé. Maintenant, elle arrive à l'autre petit escalier. Celui-là, il ne fait pas de bruit. Celui-là, je l'ai fait moi-même. C'est pas vieux. J'ai remplacé l'échelle qu'il y avait. Je trouvais qu'on manquait de se casser la gueule. C'était surtout pour moi. Parce qu'à certains moments, quand je me mets à descendre, soit trop vite, soit trop lentement, je ne calcule pas bien l'espace qu'il y a entre les barreaux.
Alors j'avais décidé de construire un escalier par prudence, comme si, dans la main droite, je tenais une scie et dans la main gauche, un fil à plomb. Quelque chose qui ressemblerait à « je casse ce que je protège, j'étais ce que j'ai cassé, je mine ce que j'ai étayé », comme ça peut-être sans fin dans un escalier qui monterait, qui descendrait. J'ai commencé à attaquer, mais dans un sens comme dans un autre. Il n'y a pas de palier. C'est sa tête maintenant qui arrive à ras de mon plancher. C'est le moment qu'elle a toujours choisi pour dire d'une voix, non pas qu'elle veut si douce, mais qui est si douce. C'est moi. Elle dit ça, c'est voilé. C'est moi. Jamais c'est moi. Jamais son affirmation. Elle a dit c'est moi. Elle a attendu, se demandant si elle devait continuer ou si j'étais penché sur une feuille ou assis sur une chaise, en train de tirer sur un bout de mégot. Et puis comme elle trouve que le temps est trop long, elle est en train de se décider à monter les dernières marches. Il doit être 7h30, 8h. Il pleut toujours. Moi, je sens plus la pluie. Elle l'entend. Avec un petit saut, elle passe la dernière marche. Elle demande où es-tu et elle sait que je ne suis plus là. Elle doit voir toutes les feuilles par terre. Commencer non seulement à s'inquiéter, mais à sentir ce qu'elle m'a dit si souvent de fois après des découvertes qui ne ressemblent peut-être pas à celle-là, mais qui lui rappellent celle-là, et celle-là qui lui rappelle les autres. Sentir une petite pointe qui lui pique l'estomac, qui lui fait mal là où elle a été opérée. C'est sa plaque sensible. C'est là le réceptacle de tous ces frissons, de toutes ces douleurs, sur toutes ces craintes. Elle évite de marcher sur les papiers. Elle fait de grandes enjambées. Elle retrousse sa jupe. Elle s'approche de la table où il y a d'un côté la machine à écrire, de l'autre le magnétophone, avec toutes les chemises et tous les morceaux de texte qui dégoulinent de partout. Un moment après, non seulement l'affolement, mais la panique. Elle doit se pencher maintenant sur une feuille, lire une phrase. Elle me propose depuis des années de tout relire pour moi, m'affirmant qu'elle le fera comme si c'était mes propres yeux, m'assurant aussi qu'elle comprenait et ce qu'elle ne me dit pas, comme si je pouvais, comme si je devais encore comprendre. Une sorte de bilan, de point, de synthèse, voulant façonner ce que moi j'ai éparpillé, recollant des morceaux avec sa salive. J'ai toujours refusé. Je lui ai dit, tu ne peux plus mettre les pieds là-dedans. Elle me répond à chaque fois, tu me fais souffrir en me disant ça parce que je t'assure que je suis peut-être pas la seule à te comprendre, mais aujourd'hui, en ce moment, parce qu'on est tous les deux ici, la seule des deux à pouvoir comprendre ce qu'il y a. Tu n'es pas un type à regarder ce que tu as fait. Tu fais, et tu es fait pour faire, c'est tout. Arrête de te questionner, arrête de te demander. Ça ne peut, toi, te mener nulle part, te servir à rien. Fais, dégorge-toi. Je crois que je t'ai bien compris, je crois que je continuerai à bien comprendre ce que tu veux faire, ce que tu m'as dit,
Est-ce que tu continueras à me dire? Je ne suis pas 100% pour toi, je ne suis pas... Crois-moi, comprends-moi. Puis elle est redescendue dans sa cuisine. Maintenant, elle n'essaie plus de descendre en silence. Comme elle n'a pas entendu la voiture démarrer, c'est que je suis dans le village. Je ne peux pas être descendu dans le quartier d'en bas, je suis allé certainement dans le quartier d'en haut. Sur la route qui mène à la ville, elle n'y croit pas. Celle qui mène dans les montagnes, oui. Elle croit que c'est là que je serai parti. Elle se fixe un quart d'heure pour attendre. Elle tend, là aussi, ses oreilles. Si dans un quart d'heure, dans 15 minutes, dans 14 minutes, 30 secondes maintenant, 14-20, 14-10, 14 minutes, tout rond. Non pas s'il n'est pas revenu, c'est presque si je ne suis pas revenu, se dit-elle, parce que moi je sais que je et elle, ça ne fait plus qu'un pour elle. Moi je me demande si je fais je avec moi. J'ai fait demi-tour. Je ne sais pas si je reviens dans ce demi-tour vers la maison que je peux soupçonner là-bas dans l'ombre, avec une petite lumière à la hauteur de la cuisine et d'autres lumières plus haut, 2 étages au-dessus, dans l'atelier. Mais je reviens sur mes pas. Je reviens sur mes pas, mais ce n'est pas la même route. Je suis trempé jusqu'aux os. Je regarde. Qu'est-ce que c'est que de regarder? Qu'est-ce que c'est? Regarder des maisons, chercher les fenêtres, enregistrer les fenêtres illuminées, s'approcher comme je m'approche maintenant. Le chien qui est enfermé parce qu'il pleut, dans la grange, qu'il doit renifler, qu'il doit sentir une odeur étrangère, qui s'apprête à aboyer mais quel est jeton, qui commence à tirer lentement sur sa chaîne, les vaches qui tendent l'oreille, qui ouvrent un œil, qui regardent dans la direction de la porte de la grangette, qui ne reconnaissent pas le pas de leur patron. L'heure du foin est passée. On a tiré d'elles le lait qu'elles avaient dans les mamelles. Les poules dorment depuis des heures. Leur barreau est plein de merde. Le chien continue à renifler. N'aboiera pas, je le sais. N'aboiera pas parce que je veux pas qu'il aboie. Parce que si lui l'aboie, moi j'aboie. Je ne veux pas aboyer. Il ne peut pas lui aboyer. Je sais pas à quelle maison je suis. Je colle mon nez à la vitre. Les paysans n'ont pas de persienne. Non pas, ils n'ont rien à cacher. Les paysans ne vont pas le soir s'espionner les uns les autres. On passe à 10 mètres et on sait qu'il est là, qu'ils sont là. Si on doit aller chez eux, on vient directement chez eux, sans regarder à la fenêtre, en tapant à la porte. Moi, je suis pas un paysan. Je suis l'amibe dans le village. Je colle mon pif et mes yeux et mes lèvres à la vitre. Je les regarde. Je les vois peut-être. Un vieux bonhomme que je connais pas, avec une grande moustache qui lui barre la gueule. Une grande moustache qui descend chaque côté de sa bouche. Il a dû boire sa soupe, bouffer son quignon de pain, maintenant il en est au pinard. 1 litre de vin à moitié vide, sans étiquette. Un niveau qui descend lentement. Une bonne femme, toute noire, qui est penchée sur son poêle, qui a l'air de farfouiller avec ses mains dans une grande marmite. Il y a de l'eau dans la marmite. Il y a de la vapeur qui sort. Le niveau dans le lit descend tout doucement. Le chien s'est calmé.
s'est calmé dans la peur. Les vaches ont fermé les yeux, ont repris leur rumination. De là où je suis, je ne prends la flotte maintenant que sur les reins. Ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup. Je sens la chaleur dans mes pieds. Je me rends compte que je suis sorti en chaussettes. Quand il a terminé son litre, moi j'ai terminé de faire le voyeur. Je peux pas arriver à mettre mes mains dans mes poches. Tout est mouillé et collant. Je fais quelques pas en arrière. Je réentends le chien tirer sur sa chaîne. C'est quand je me serais éloigné d'au moins une quinzaine ou une vingtaine de mètres de la baraque qu'il poussera 2-3 cris. Je me concentrerai. Je lui dirai ta gueule. Il s'arrête. Il s'arrête de gueuler. Il doit s'enrouler maintenant par terre, la queue entre les guiboles. Commencer à trembler, à pousser de tout petits cris que personne ne peut entendre sauf les poules et les vaches. À fermer un œil et à en laisser un autre ouvert. Une oreille basse, une oreille droite. Autre maison, autre fenêtre. Je m'approche là aussi. Même spectacle. Non pas d'un gars qui vide une bouteille, d'un gars qui a ouvert son journal et qui regarde. Sa casquette rejetée sur la nuque. Une cigarette qui pend. Des yeux, je vois ce qu'il lit. Il y a un gros titre en haut qui barre toute la page. En dessous, un buisson de lignes. Il en est au point où j'en étais tout à l'heure quand je regardais mon merdier. Il regarde le merdier mondial, le merdier régional, le merdier communal. J'imagine qu'il comprend rien. Je l'imagine dansant sur les mots, les retournant comme des bottes de foin, les chargeant dans son char cérébral et les engrangeant. Il n'y a pas une femme chez lui, il y en a 3. 2 qui semblent plus jeunes qu'une autre. Je décide que ce sont ses enfants. Des enfants qui ont au moins la trentaine. Je ne savais pas qu'il y avait des jeunes dans ce coin-là. Il y en a une qui boite, l'autre qui est toute tordue, mais qui ne se tortille pas pour marcher. On dirait une racine. Il tourne les pages. Le papier craque. J'arrive pas à décrocher. Peut-être que je peux plus décrocher. Je commence à avoir des crampes dans les jambes. Et là, il n'y a pas d'avant-toit qui me protège de la pluie. De temps en temps, les gouttes me gênent pour voir. Il se met à avoir une grosse bosse sur le crâne pendant un dixième de seconde, puis qui disparaît, qui tombe dans le cou, sur une épaule. Sa veste se déforme. C'est le dossier de la chaise ensuite, qui se cloque, qui se gonfle, qui éclate. Une autre grande goutte qui barre, la vitre en diagonale. Le vent peut-être qui se lève. Le journal qui scintille. Une racine humide sur une racine sèche. De la mousse partout. La vieille femme qui vient, qui s'assoit, qui tire une autre page à l'envers, qui se tord le cou, qui met le journal dans tous les sens, qui s'arrête à une photo. D'ici, je vois un rectangle tout noir.
C'est son gouffre. Elle lit la légende, sans hocher de la tête, sans bouger les épaules. Seuls ses doigts continuent à gratter le papier et la table. Elle croise et elle décroise ses jambes en dessous. Elle touche un peu celle de son homme. Il ne relève pas la tête. Continue à se faire du pied, sans se sentir. Faudrait que je fasse 2 pas en arrière. Tiens, il n'a pas de chien. Tiens, sa grangette n'est pas là. Il est plus malin que les autres, il a une grange de l'autre côté de sa maison, près du ravin. Je me recule. Je tourne la tête. Je vois une autre lampe. Je fais quelques pas. Une autre maison. Une autre fenêtre. Une autre lumière. Encore un mec penché sur sa table. Encore une femme. Penchée sur son poêle. Encore un journal qui craque. Encore des racines qui marchent dans la piaule. Alors encore un chien, encore des vaches, encore une poule. Tout le monde rumine. La flotte les rassure, la flotte les a calmés. C'est leur tranquillisant. Le monde pour eux n'existe pas. Mais pour moi il existe. Parce que je les vois, je crois. Il s'est levé, je sais où il va. Il se penche, d'en dessous une table il sort 1 litre, il reprend un godet, il le remplit, il le boit, il s'assoit, fait craquer la chaise. Finissent par tous se refoutre autour d'une table. Il est le seul à boire. Ici, seuls les hommes boivent. Il ira encore plus vite que l'autre. 100 litres descendra à une vitesse, la dalle en pente. Il fera un signe de la tête, demandera un autre litre. Ou bien le temps pour moi va très vite, ou bien c'est lui qui le pompe. Arrivé à la moitié de la bouteille, il relève la tête. Quelque chose qui l'inquiète. Il cherche autour de lui. D'abord par terre pour voir, peut-être son chien. Je le découvre sous le poêle. Le chien, pour répondre à son regard, tape de la queue. Il ouvre un peu la gueule. Je vois ses dents toutes blanches, avec ses yeux tout brillants. Ça ne rassure pas le bonhomme, ça l'inquiète encore. Je vois qu'il veut voir, lui. Il pousse le lit, pousse le godet, repousse le journal. Les femmes le regardent. On dirait des poules. Des poules qui doivent le matin guetter le lever du jour. Guetter aussi du coin de l'œil le coq de la maison, celui qui va répondre à l'autre. Les vaches, qui après le coq savent qu'elles vont bouffer, qu'on va les emmener boire à l'abreuvoir. Seulement le bonhomme il s'est levé. Il s'est levé, puis il marche bien vers le poêle, il retire un rond, il rajoute une bûche dedans, il repose son rond de travers, qu'il y a de la fumée qui sort avec une flamme. Les femmes le regardent toujours. Le chien, lui, ne le quitte plus des yeux. Il y a un petit escalier dans le fond chez lui qui monte. Ça va sans doute à ses chambres. Il fait des pas, mais avec les yeux, vers l'escalier, puis il regarde les murs. Enfin la porte, puis la vitre. Il me voit pas, mais moi je le vois. Il peut pas me voir, lui. Je me suis pas collé comme ailleurs. Je me suis mis à peu près à 50 cm de la vitre. Non, il s'approche. Il s'approche de la vitre, je ne recule pas. Quand il est à 50 cm de la vitre, il fait une certaine ombre derrière lui. Alors moi je le vois plus, mais lui il me voit. Il fait un bond sur le côté, se retourne, regarde les femmes qui, elles, se sont toutes levées d'un bond. Je le vois parler, je ne l'entends pas. Je pense qu'il ne gueule pas, mais qu'il dit « il y a quelqu'un derrière la vitre ». Il m'a pas reconnu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a rien à craindre maintenant ici.
Devrait ouvrir la porte, siffler son chien. Devrait, le chien l'a déjà compris. S'est levé d'en dessous le poêle, le regarde, lui, avec le corps tout tendu, la queue raide, la gueule sans doute ouverte. Il doit commencer à avoir tout le long de la colonne vertébrale ses poils qui se hérissent. Ça rassure le maître, puis ça rassure le chien. Les femmes se sont reculées vers l'escalier. Elles font des taches d'ombre partout. Il y a quelque chose qui vient de rentrer chez eux. La porte s'ouvre d'un coup. J'ai un grand pinceau de lumière qui me frôle, comme une scie. Je vois le trait qui se balade le long de la route puis qui va se perdre dans un tas de fumier. Y a quelqu'un? Je peux pas répondre. Y a quelqu'un? Réponds pas. Le chien lui grogne. Grogne mais ne passe pas son museau. C'est la gueule du bonhomme qui va passer à travers la porte. J'ai les tempes serrées. Un peu la nausée. Je me dis pas qu'est-ce que je suis venu foutre. Encore moins qu'est-ce qu'il va me dire. Je sais plus. Je sais plus rien. Peut-être que si j'avais un flingue, j'aurais tiré dessus. Peut-être que